Alors, bienvenue. Quand on pense aux maths qu'on étudie à l'université, on imagine souvent quelque chose de très abstrait, de très figé. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a une histoire incroyable. L'histoire d'une crise profonde qui a bien failli tout faire s'écrouler. C'est l'histoire de la manière dont on a dû tout reconstruire. Allez, on plonge dedans. Tout commence avec une question. Une question qui peut paraître simple aujourd'hui, mais qui à l'époque était une véritable bombe. Et si un nombre pouvait exister, un nombre bien réel, qu'on peut même dessiner, mais qu'il était absolument impossible d'écrire sous la forme d'une fraction? Pour les anciens Grecs, c'était tout simplement impensable. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pour les pythagoriciens, l'univers entier était une question d'harmonie, d'ordre. Et cet ordre était gouverné par les nombres entiers et leurs rapports, ce qu'on appelle les nombres rationnels. Pour eux, absolument tout, de la musique aux planètes, pouvait s'expliquer par de simples fractions. Une vision du monde maléfique, très propre, et qui était sur le point de voler en éclats. Et le coupable, le voici. Un carré, le plus simple des carrés, avec des côtés qui mesurent juste 1. On applique le bon vieux théorème de Pythagore et on découvre que sa diagonale mesure racine carrée de 2. Eh bien, ce petit segment, d'apparence si inoffensive, allait déclencher une véritable crise existentielle en mathématiques. Et attention, cette découverte n'a pas été juste une petite curiosité mathématique. Non, non, ça a été une crise fondamentale. Si la base même de leur univers, les nombres rationnels, était incomplète, alors sur quoi pouvait-on encore s'appuyer? Tout l'édifice semblait vaciller. Il a bien fallu donner un nom à ces nouvelles créatures. On les a appelées irrationnelles. Pas parce qu'elles étaient folles, mais parce qu'elles ne pouvaient pas être exprimées comme un ratio, une fraction. La preuve que racine de 2 existait bel et bien a montré que ces nombres étranges faisaient partie du monde réel. Ce qui est magnifique avec cette preuve, c'est son élégance. C'est un raisonnement par l'absurde. L'idée, c'est simple. On fait semblant de croire que racine de 2 multiplie peut s'écrire comme une fraction irréductible. On tire le fil de cette idée, on suit la logique, et on arrive à une conclusion complètement impossible que la fraction n'était finalement pas irréductible. C'est une contradiction totale. La seule conclusion possible, c'est que notre idée de départ était fausse. C'est imparable, et ça a tout changé. Le problème était donc posé. Et il était de taille. La découverte des irrationnels avait ouvert une énorme brèche dans les fondations des mathématiques. Pour la réparer, il ne suffisait pas de boucher le trou avec de nouveaux nombres. Non, il fallait tout raser et reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. La toute première étape de cette reconstruction, ça a été de forger un nouveau langage, un langage d'une précision absolue, où chaque mot, chaque symbole, chaque étape d'un raisonnement serait définie sans la moindre place pour le doute ou l'ambiguïté. Pour ça, on s'est tourné vers la logique formelle. L'idée, c'est de prendre des mots tout bêtes de la vie de tous les jours, comme « et » ou « ou », et de leur donner des définitions blindées. Ce ne sont plus de vagues connecteurs, mais de véritables opérateurs mathématiques avec des règles de fonctionnement ultra strictes. C'est cette rigueur qui est devenue la pierre angulaire de toute preuve mathématique moderne. Ok, donc on a les règles du jeu. Maintenant, il faut des objets avec lesquels jouer. Et c'est là qu'intervient la théorie des ensembles. Un ensemble, ce n'est rien de plus qu'une collection d'objets. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une idée d'une puissance folle. C'est le vocabulaire de base qui permet de classer, de ranger et d'organiser tout l'univers mathématique. Et voilà un exemple parfait de comment ça marche. On peut définir l'ensemble des nombres naturels, les entiers positifs, puis on définit l'ensemble des entiers relatifs, qui contient les naturels, puis l'ensemble des rationnels, qui contient les entiers, et ainsi de suite jusqu'au réel. Chaque ensemble s'emboîte dans le précédent, comme des poupées russes. Ça crée une structure super claire et ordonnée, là où, avant, il y avait un peu de confusion. Bon, récapitulons. On a des objets, les ensembles. On a des règles pour raisonner dessus, la logique. Quelle est l'étape suivante? Eh bien, c'est de définir les relations entre ces objets. Comment on passe d'un ensemble à un autre de manière parfaitement rigoureuse? Et la réponse à ça, c'est un outil qu'on connaît tous, l'application, ou plus communément la fonction. Mais attention, en maths moderne, une fonction, ce n'est pas juste une formule. C'est une machine très précise qui prend un élément en entrée dans un ensemble de départ et qui garantit de sortir un et un seul élément dans un ensemble d'arrivée. C'est une promesse. Et ce qui est génial avec ce langage, c'est qu'on peut être encore plus précis. On peut décrire le comportement de la fonction. Par exemple, est-elle injective? Ça veut dire que chaque résultat à la sortie n'a qu'une seule origine possible à l'entrée. C'est un peu comme une clé unique pour une seule serrure. Ou est-elle surjective? Ça veut dire que toutes les valeurs possibles dans l'ensemble d'arrivée sont atteintes au moins une fois. Aucune n'est laissée de côté. Ces petites distinctions sont absolument cruciales dans les maths plus avancées. Bon,
Avec tout ce nouvel arsenal, la logique, les ensembles et les fonctions, il est temps de revenir à notre problème de départ. Comment on fait pour manipuler ces fameux nombres irrationnels? La solution va venir d'un concept qui a longtemps fait peur aux mathématiciens, l'infini. L'idée est en fait assez géniale. Puisqu'on ne peut pas attraper un nombre irrationnel d'un seul coup avec une fraction, eh bien, on va s'en approcher de plus en plus près. On va le cerner en utilisant une suite infinie de fractions qui se rapproche toujours plus de la cible. L'infini, qui était une source de paradoxe, devient un outil de précision. Prenons un exemple concret avec la racine de 10. On part d'une estimation grossière, disons 3. On applique une formule toute simple pour trouver le terme suivant U1 qui est déjà bien plus proche. Et on recommence le processus. Et encore, à chaque étape, on gagne en précision. On n'atteindra jamais la valeur exacte en un nombre fini d'étapes, c'est vrai, mais on peut s'en approcher aussi près qu'on le souhaite. C'est ça le concept de limite. Visuellement, c'est très parlant. On peut imaginer une sorte d'escalier qui se resserre de plus en plus. Chaque marche nous amène un peu plus près du but. On voit littéralement la suite converger, se diriger pas à pas vers sa limite, ce point fixe où la courbe et la droite finissent par se rencontrer. Et cette idée de limite, elle est surpuissante. C'est elle qui a permis de résoudre des casse-têtes vieux comme le monde, comme le fameux paradoxe de Zénon et de sa flèche qui n'atteint jamais sa cible. Zénon voyait l'infini comme un obstacle infranchissable. Mais grâce au calcul de limite, on comprend très bien qu'une somme d'un nombre infini de termes peut donner un résultat parfaitement fini. La flèche de Zénon atteint bel et bien sa cible. Alors, au final, où est-ce que tout ça nous a menés? Eh bien, la crise des irrationnels, loin d'avoir détruit les mathématiques, les a en fait forcés à se réinventer pour construire un édifice beaucoup plus solide et plus puissant qu'avant. Si on devait résumer toute cette aventure, tout part de la crise. Cette crise a créé un besoin de rigueur qui a donné naissance à la logique et à la théorie des ensembles. Ces outils ont permis de définir proprement les fonctions. Et tout ce monde-là, en particulier avec le concept de limite, a ouvert la porte à l'analyse, le domaine du calcul différentiel et intégral. Mais le plus important à retenir, c'est que tout ça, ce ne sont pas juste des jeux de l'esprit pour mathématiciens. Ces piliers, logique, ensemble, fonction, analyse, c'est carrément le système d'exploitation invisible sur lequel tourne notre monde moderne. La physique, l'informatique, l'ingénierie, toute notre technologie repose sur ces fondations qui ont été bâties pour résoudre une crise vieille de plusieurs siècles. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question absolument vertigineuse. Tout cet univers mathématique a été construit pour répondre à un problème purement interne, une sorte de bug logique. Alors, comment se fait-il que cette construction totalement abstraite, née d'une crise conceptuelle, décrive avec une précision aussi stupéfiante le fonctionnement de l'univers physique qui nous entoure? Ça, c'est peut-être ça le plus grand mystère de tous.